Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec le budget d'une de mes abonnées, Aurélie, qui a 37 ans et qui m'a envoyé gentiment son budget détaillé pour que je le partage avec vous. Alors comme d'habitude, ça ne concerne que sa situation. Ce n'est pas un tuto pour vivre avec 948 € par mois, c'est simplement le budget d'Aurélie qui vit avec 948 €. Donc bien évidemment, elle a mis en place des choses qui font que pour elle, ça peut être facilité. Elle a pris plein de décisions, elle fait énormément de choses au quotidien que peut-être certaines personnes, enfin c'est même sûr que plein de personnes ne peuvent pas faire parce qu'on est tous différents, avec des santé différentes, avec des antécédents différents, avec l'argent, etc. On a tout simplement fait des choix qui nous correspondaient peut-être mieux mais qui ne correspondraient pas à quelqu'un d'autre et c'est important de le garder en tête. Ces partages de budget, ça sert surtout à voir ce que font les autres. S'il y a des choses dont on peut s'inspirer, ça permet parfois aussi de relativiser quand on a peur de faire un choix, de perdre des revenus, etc. De voir s'il y a des gens qui peuvent s'en sortir avec ce revenu ou en ayant fait ces choix et c'est tout. En fait, chaque situation est personnelle et ne pourra pas s'adapter parfaitement à la nôtre, donc vraiment je pense que c'est important de le retenir. Ne culpabilisez pas si vous avez un revenu similaire ou que vous gagnez plus et que vous vous en sortez moins bien par exemple, tout simplement parce que les situations sont différentes et il faut vraiment juste retenir ce qui peut être intéressant pour nous tout en ayant conscience qu'on ne pourra pas tout faire non plus. De la même manière, il y a peut-être des choses que l'on aurait fait différemment et qui nous auraient mieux convenu, pour autant ça ne veut pas dire que Aurélie aurait dû faire comme ça. Le premier poste de dépense dont Aurélie m'a parlé dans son mail et dans son tableau de budget, c'est qu'elle épargne 100 € tous les mois. C'est vraiment intéressant de le compter comme ça parce que ça montre vraiment le geste qui est fait en début de mois. Quand elle reçoit son revenu, elle va épargner 100 € sur son livret d'épargne populaire. Très bon choix parce qu'actuellement il a un très bon rendement, il est à 6%, il sera peut-être changé prochainement ce taux parce qu'il n'est pas du tout garanti à vie, mais en tout cas pour l'instant 6% c'est très intéressant, ce qui fait qu'elle vit donc avec 848 €. Ce qui fait que au lieu de se dire je vis avec 948 €, je dépense tout ce que je dois payer et je vois à la fin ce qui me reste, elle décide dès le début de prendre ces 100 €, de faire comme s'ils n'existaient pas finalement, tout en sachant bien évidemment qu'ils sont là si un jour elle en a besoin quand même. Mais c'est très intéressant de se payer en premier, c'est quelque chose dont je parle très souvent dans mes vidéos et qui fait une grosse différence sur la manière dont on peut réussir à épargner. Elle est propriétaire d'une maison en Normandie qui fait 80 mètres carrés et qui a 1 hectare de terrain qu'elle a payé 50 000 € cash. Alors ça peut paraître surprenant mais c'est vrai que les prix de l'immobilier sont très variables en France. On peut très bien trouver par exemple des maisons non reliées au réseau à 20 000 €, tout comme dans certaines régions on peut même trouver à 30 000 € des maisons qui sont reliées au réseau électrique, l'eau potable, etc. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience parce que souvent on a tendance à regarder les prix dans la région où l'on est. Si l'on est dans une région chère, ça paraît totalement fou qu'il existe des logements aussi peu chers. Même à mon échelle, je l'avais vu quand j'avais parlé du prix auquel on avait payé notre appartement à Marseille. Il y a plein de Parisiens qui n'en revenaient pas du prix, tout simplement parce qu'on a tendance à comparer avec ce que l'on a autour de nous et que ça nous paraît toujours bizarre que ça puisse être si différent et vraiment à des échelles mais qui n'ont rien à voir dès qu'on s'éloigne de quelques centaines de kilomètres. Donc sa maison est reliée au réseau, elle était habitable dès le début. Au niveau des travaux, elle les a majoritairement fait elle-même, c'était à l'extérieur pour pouvoir accueillir des chevaux parce que c'était dans son projet et elle a payé sa maison cash. Donc pour réunir ces 50 000 €, ça s'est pas fait facilement, bien évidemment. Elle a toujours vécu bien en dessous de ses moyens. Elle a aussi fait parfois des jobs très ennuyeux qui ne lui correspondaient pas forcément, mais sur lesquels elle profitait du fait de pouvoir mettre beaucoup d'argent de côté en ayant un salaire bien au-dessus de ce qu'elle dépensait. Et elle a pu profiter aussi d'un plan épargne entreprise qui était abondé par l'employeur, qui lui a permis de ressortir avec 9 000 €. Ce genre de choses, parfois on n'y pense pas forcément, mais ça peut faire quand même de bons petits compléments d'apport, d'avoir des avantages dans son entreprise, que ce soit voilà, les abondements, que ce soit parfois les primes, etc. Dans son cas, ce sont donc les efforts qu'elle a fait avant qui lui permettent de mener le mode de vie qu'elle a aujourd'hui plutôt sereinement malgré des revenus qui ne sont pas énormes. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de passer par la case propriétaire pour s'en sortir financièrement dans la vie, même avec des petits revenus. On n'est pas tous les mêmes face à l'engagement que peut être la propriété. Il y en a que ça peut vraiment effrayer, il y a des gens qui aiment bouger fréquemment et qui n'ont pas forcément envie de le devenir. Donc être propriétaire, c'est pas obligatoire, c'est pas le rêve d'une vie. Ça peut mieux correspondre à certaines personnes. C'est notre cas par exemple avec mon compagnon, on avait vraiment envie de devenir propriétaire, mais ça veut pas dire que c'est le but ultime de chacun. Ensuite, pour internet, elle paye 36 € par mois, elle cherche une offre pour réduire parce qu'actuellement elle a la télé qui est comprise dans sa box et que ça ne l'intéresse pas.
Sur le sujet des box, c'est vrai que c'est toujours assez compliqué de conseiller des box parce qu'il y a certains opérateurs qui ne passent pas partout et c'est vrai que encore plus dans les régions qui sont assez peu chères, on va pas forcément avoir le même choix d'opérateurs que l'on va avoir quand on est dans une grande ville mais où le prix au mètre carré est bien plus élevé. Au niveau de l'électricité, elle est mensualisée à 60 € par mois, sachant qu'elle consomme beaucoup moins puisqu'elle consomme 45 €. Donc à chaque fois, elle reçoit la différence en sa faveur, mais son fournisseur ne veut pas baisser sa mensualité, donc elle est un peu obligée de payer un peu plus à chaque fois. Disons que ça lui fait une petite épargne en plus qui lui revient après, même si c'est sûr que ça pourrait être plus intéressant de ne pas le payer dès le début pour toucher des intérêts dessus. Après, ça reste une petite somme, donc ça fait pas non plus une différence énormissime. Par contre, ça en fait une grosse pour le fournisseur. Pour maintenir une consommation quand même très basse, puisque 45 € par mois c'est vraiment pas élevé, elle n'a pas de frigo, elle n'a pas de lave-vaisselle, elle n'a pas de sèche-linge, elle essaye en fait d'utiliser des moyens plutôt low-tech, donc plutôt avec une faible technologie. Par exemple, qu'est-ce qu'il peut y avoir, comme le fait de pas avoir de frigo et de plutôt utiliser des glacières ou ce genre de choses, c'est sûr que ça fait une différence qui permet de ne pas consommer d'énergie, même si ça demande parfois une organisation aussi en plus. Il va y avoir le fait, je sais pas, par exemple, je sais pas si elle fait ça, mais par exemple remplacer un aspirateur par un balai, ça fait que lorsqu'on utilise un balai par rapport à son aspirateur, on consomme moins d'énergie et on achète un objet qui généralement n'a pas besoin d'être trop réparé dans le temps, et s'il a besoin d'être réparé, généralement, je sais pas, si le manche est cassé, on reprend un manche ou on répare le manche potentiellement, mais ça coûte bien moins cher que de racheter un aspirateur. Elle aimerait à terme pouvoir s'équiper en solaire, ce qui explique un peu pourquoi elle essaye comme ça de ne pas forcément dépendre énormément de l'électricité, même si bien évidemment elle dépend du réseau, etc. pour le moment, mais de ne pas en dépendre pour tout et de réduire son usage pour pouvoir tenir avec des panneaux solaires, parce que ça dépend, je sais pas exactement comment elle veut s'équiper avec le solaire, mais ça peut coûter vraiment très cher en installation si vraiment on veut faire tourner énormément d'objets en même temps, etc. Alors que si on a une consommation plus raisonnable, ça permet de ne pas forcément trop dépenser non plus en panneaux solaires. Après, je sais qu'il y a plusieurs manières de s'équiper en solaire, soit rester sur le réseau, revendre l'énergie qu'on n'utilise pas, mais utiliser quand même celle du réseau dès que pour une raison ou une autre, il n'y a pas eu de soleil pendant un certain temps et que du coup on n'a pas produit assez d'énergie pour notre usage. Ça peut être une bonne solution, je trouve, pour à la fois payer moins cher d'énergie, utiliser une énergie relativement propre et en contrepartie ne pas se retrouver sans lumière et sans chauffage en plein hiver. Je trouve que ça peut être vraiment un bon compromis. En assurance auto, elle paye 34 € par mois, elle a une Clio de 2005 et elle est assurée en tout risque, mais vu qu'elle a un bonus bon conducteur, le prix de son assurance est un petit peu réduit. Donc c'est vrai que c'est une astuce aussi de conduire plutôt prudemment et en faisant attention, etc. Pour ne pas avoir de malus, parce que ça c'est vrai que ça peut être très compliqué quand on enchaîne les malus. Des fois c'est pas de notre faute en plus. J'ai une amie par exemple qui avait enchaîné des petits accidents avec sa voiture, dont certains n'étaient pas de sa faute, mais malgré tout à un moment ça fait que son assurance ne voulait plus l'assurer et elle a été obligée de changer d'assurance, un peu dans ces assurances de la dernière chance qui t'assure quels que soient tes malus, mais qui par contre coûtent excessivement cher. Donc c'est vrai que ça peut aussi faire une différence, même si on n'est pas forcément responsable d'absolument tout sur la route et que on sait qu'il y a des risques avec une voiture, qu'on peut faire des erreurs parce que l'erreur est humaine, que parfois il y aura des choses qui seront pas de notre faute mais pour lesquelles on payera quand même, mais il y a des choses sur lesquelles on peut être plus prévenant, comme rouler un peu moins vite ou comme ne pas conduire quand on est alcoolisé par exemple, mais là je m'éloigne un petit peu du sujet. Alors en termes de banque, elle paye 6 € de frais bancaires par mois. Ça lui permet d'encaisser les chèques et c'est plus pratique pour elle, mais elle utilise aussi les banques en ligne gratuites pour utiliser différents sous-comptes. Ça lui permet un petit peu de bien organiser son épargne, voilà, en début de mois de virer sur ses livrets, de garder de l'épargne sur différents comptes. En fait elle se crée un petit peu des enveloppes avec ces différents comptes. C'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Je sais que sur Instagram il y a la petite budgéteuse qui parle très souvent de l'application Lydia, je crois. Alors je connais pas, je sais pas si c'est gratuit, j'ai des amis qui l'utilisent mais j'ai jamais testé, mais elle se crée plein d'enveloppes dessus. Donc par exemple elle a vraiment son enveloppe alimentation, l'enveloppe je sais pas moi loisirs, toutes ces choses là, elle les a dessus et ça permet d'avoir le même système que les enveloppes en papier. Vous savez, ce système très connu pour réduire ses dépenses, pour réussir à mieux s'organiser, de gérer vraiment avec des enveloppes allouées à chaque budget. Mais quand on n'aime pas forcément fonctionner avec le liquide, ça peut être bien de trouver une alternative qui fonctionne avec la carte bleue par exemple. Et donc voilà, ça peut être bien aussi. Alors j'ai pas testé, je fonctionne pas comme ça. C'est vrai que nous on envoie tout sur notre compte courant, on a chacun nos comptes perso, on envoie chaque mois tout ce qui va partir
sur notre compte commun. On laisse une petite différence pour si jamais on a des trucs en plus, des imprévus, etc. Et on fonctionne comme ça, mais c'est bien de pouvoir trouver quelque chose qui nous correspond bien avec notre budget. Alors pour le budget eau, elle dépense 20 € par mois, sachant qu'elle récupère aussi l'eau de pluie pour nourrir ses animaux. Alors elle a beaucoup d'animaux, mais elle va avoir par exemple les volailles, donc les oiseaux, qu'elle va abreuver avec l'eau de pluie. Pour les chevaux, c'est évidemment pas suffisant parce que ces chevaux, je crois qu'elle m'a dit qu'ils buvaient entre 50 et 80 litres par jour. Donc évidemment c'est assez compliqué de récupérer autant d'eau de pluie chaque jour. Donc là elle va utiliser l'eau du réseau, c'est pour ça que sa facture est un peu plus élevée que si on comptait vraiment juste sa consommation à elle. Elle a aussi un puits, mais elle l'utilise pas pour l'eau des animaux parce qu'il n'a pas été analysé, donc elle veut pas prendre de risques, même si elle l'utilise pour le potager. Et après elle avait fait un test pendant un certain temps de ne consommer que 4 litres d'eau par jour pour tout ce qui était alimentation et hygiène corporelle, mais elle utilisait l'eau de pluie pour la lessive où il n'y a pas forcément besoin d'eau potable pour ça. Et donc le fait de faire ce défi, ça lui a quand même donné plein de bons gestes par rapport à l'utilisation d'eau pour lui permettre d'être assez économe en eau. Et c'est vrai que quand on a une démarche qui se rapproche quand même un petit peu de l'autonomie, même si c'est très compliqué d'être en autonomie à 100% et qui a écrit nulle part dans son budget que c'est son but ultime, mais c'est bien en fait d'avoir une idée de ce que l'on consomme, surtout au niveau des ressources qui peuvent se faire de plus en plus rares avec le temps. C'est très intéressant de savoir comment agir dessus. Alors si on mensualise ce qu'elle paye à l'année pour la taxe foncière, ça lui revient à 54 € par mois, puisqu'il y a bien évidemment cette dépense qui vient avec le fait d'être propriétaire. Elle paye un abonnement de streaming à 3 € par mois et elle a également son forfait téléphonique qui lui coûte 18 € par mois. Donc là c'est tout pour ses charges fixes, on va passer à ses charges variables. Alors au niveau des charges variables, elle a fait pas mal de moyennes avec ce qu'elle a dépensé l'année dernière pour avoir une estimation assez juste de ce qu'elle dépense sur ces postes-là. Donc pour le carburant, elle dépense 50 € par mois, sachant que ça c'est la moyenne qu'elle dépense par mois lorsqu'elle est au chômage. Dans son dernier travail par exemple, vu que il fallait qu'elle prenne sa voiture tous les jours, elle dépensait plutôt autour de 130 € par mois en carburant. Mais après bien évidemment quand elle travaillait, elle gagnait beaucoup plus, donc c'était bien plus facile de payer cette différence aussi. En course, elle dépense 135 € par mois. C'est important pour elle d'avoir une alimentation de qualité, donc elle ne réduit absolument pas ce budget au plus serré qu'elle puisse faire, sachant qu'elle a environ 4 mois dans l'année son potager qui lui fournit ses légumes. Après, pour le moment, en termes de fruits, elle en a un petit peu, mais elle n'est pas du tout en autosuffisance. Elle en a planté récemment et donc dans quelques années, ça lui fera des fruits quasiment gratuits en plus. Mais pour l'instant, elle complète avec un producteur bio et elle achète aussi pour tout ce qui est riz, légumineuses, etc. Elle fait des achats en gros, sachant qu'elle a une alimentation qui est très majoritairement végétale. Au niveau des animaux, elle dépense 175 € par mois, donc elle a des chevaux, chats, chiens et volailles, et ils ont une alimentation bio et de qualité pour les chevaux, ce qui fait que ça lui revient vraiment pas cher. C'est que ça lui demande quand même pas mal de travail, elle passe quand même beaucoup de temps. Ils sont nourris à l'herbe quasiment tant que c'est possible, et après ils sont nourris avec du foin. Elle en fait une grande partie elle-même et après elle achète ce qui lui manque à un voisin, ce qui permet que ces chevaux aient vraiment une très bonne alimentation, mais que voilà, en fait c'est souvent ça, des fois ça nous coûte moins d'argent mais ça nous coûte du temps en échange, et parfois il y a des choses qui peuvent nous faire économiser beaucoup de temps mais qui vont nous coûter de l'argent. C'est toujours un équilibre entre les ressources qu'on a actuellement. Parfois on a plus d'argent et pas forcément de temps, parfois on a plus de temps et pas forcément l'argent, parfois il nous manque le temps et l'argent et c'est là où c'est un peu plus compliqué et où on est obligé de mettre en place plein d'astuces. Ça dépend, mais dans son cas je trouve qu'elle gère vraiment très bien sur ça. Et elle m'a beaucoup parlé de ses animaux dans le mail et ça se voit qu'elle en prend vraiment soin. Elle s'est formée pour pouvoir entretenir les pieds de ses chevaux elle-même, ce qui lui fait une grosse économie aussi. Elle s'est formée auprès d'un professionnel bien évidemment, et après ces animaux sont suivis par des vétos, ils ont des compléments alimentaires, des médicaments si besoin, etc. Alors mensualisé sur l'année, elle en a pour à peu près 20 € de frais divers pour sa voiture. Alors ensuite, pour le gaz, elle dépense 11 €, ça lui sert pour cuisiner, sachant qu'elle utilise aussi une marmite norvégienne et qu'elle a un poêle à bois sur lequel elle peut aussi parfois réchauffer, que ce soit l'eau pour le thé ou que ce soit réchauffer des restes de plats ou même faire mijoter quelque chose, c'est possible dessus aussi. Au niveau du bois de chauffage, elle dépense 33 € par mois en moyenne, sachant que c'est son unique moyen de chauffage. Comme je disais avant, ça permet aussi de réchauffer de l'eau, etc. Et ce qu'elle fait pour l'instant, c'est qu'elle achète 100% du bois qu'elle utilise, mais avec le temps
elle pourra en prélever sur son terrain pour couvrir à peu près 25% de sa consommation, et ce qui réduira un petit peu ce qu'elle dépense sur ça, mais qui bien évidemment lui demandera du temps en plus. Et après, elle met en place quand même des astuces pour ne pas avoir à chauffer l'intégralité de sa maison. Elle chauffe sa pièce de vie et après, dans les autres pièces, elle ne chauffe pas. Par exemple, la chambre n'est pas chauffée, mais par contre, elle va utiliser une bouillotte dans sa chambre, etc. pour ne pas avoir froid. Et c'est souvent, c'est un moyen qui était beaucoup utilisé avant, de chauffer surtout la pièce de vie et en fait de se réchauffer dans ces pièces-là et de pas forcément chauffer les pièces que l'on n'utilise pas. Et même les chambres, c'était quand même assez courant avant de ne pas vraiment les chauffer, même si dès lors qu'on chauffe une pièce dans la maison, ça va toujours un petit peu réchauffer les autres, mais voilà. C'était une astuce dont je parlais dans ma vidéo avec 10 conseils pour moins chauffer chez soi. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Elle met ensuite chaque mois 50 € de côté pour les éventuels imprévus qui pourraient avoir lieu dans l'année. Elle les épargne sur son livret développement durable et solidaire. Je crois que le S c'est solidaire, mais je suis jamais sûre. Qui a des intérêts similaires à ceux du livret A. Donc déjà ça permet d'avoir 3% d'intérêt sur ce que l'on épargne pour les potentiels imprévus. Et sachant que en fin d'année, si elle n'a pas tout utilisé de cette épargne imprévue, elle va laisser 300 € sur son livret développement durable et elle va récupérer le reste et le placer aussi sur son livret d'épargne populaire, ce qui peut lui faire une épargne en plus. Ce qui fait qu'elle dépense 827 € sur ses 948 € en comptant les 100 € qu'elle met en épargne aussi. Et donc après ça, il lui reste 121 € qu'elle utilise pour un petit peu tout, les loisirs, les cadeaux, voilà, certaines sorties, etc. Et si jamais elle ne dépense pas tout, ce qui est souvent le cas, c'est pareil, c'est viré à la fin sur son livret d'épargne populaire. Donc elle a son épargne un petit peu obligatoire, enfin son épargne automatique de 100 € par mois qui arrivera quoi qu'il arrive sur son livret d'épargne populaire. Et après, elle complète un petit peu, donc avec ce qui reste des imprévus, ça c'est plutôt en fin d'année, et avec ce qui reste de ce qu'elle n'a pas dépensé dans le mois, voilà. Elle a pas un but. En fait, ce que je trouve bien, c'est que dans son budget, il y a de la souplesse, il y a de la place pour les imprévus, il y a de la place pour les plaisirs aussi, parce qu'au final, il lui reste 121 €, donc supposons qu'elle veuille se faire un bon resto, qu'elle veuille se faire des sorties cinéma. Voilà, alors évidemment, l'argent part très vite quand on a des loisirs, etc. Enfin, ça dépend des loisirs, mais ça peut partir très vite aussi. Mais c'est bien en fait de garder une soupape de décompression, de ne pas surveiller tout son budget tout le temps. Et par exemple, si elle a besoin de s'acheter des vêtements, etc., elle peut, même si elle achète majoritairement d'occasion, qu'elle fait énormément de choses elle-même, c'est toujours bien d'avoir ce budget qu'elle peut s'autoriser à dépenser chaque mois sans se mettre en difficulté. Pour ses loisirs, elle se fait pas des vacances hyper chères, etc. Mais par exemple, elle a aménagé sa Clio pour à peu près 70 € pour la rendre un petit peu habitable, on va dire, quand elle veut faire un road trip d'un week-end ou de une semaine par exemple, pour aller voir d'autres paysages et emmener son chien avec elle. Voilà, ça peut être... c'est une solution qu'elle a trouvée qui reste comme dans l'ensemble de sa démarche écologique, hyper astucieuse, pratique et très simple finalement, mais qui lui permet de profiter beaucoup parce qu'on n'est pas obligé de dépenser énormément d'argent pour profiter. Au niveau de ses projets un petit peu pour l'avenir, donc là elle est au chômage. Donc c'est vrai que ça peut être une situation où ça peut être difficile de se projeter, etc. Elle aimerait vraiment pouvoir trouver un temps partiel qui lui permette de couvrir ses besoins parce qu'elle a beau vivre avec peu et avoir trouvé plein de moyens pour moins dépendre du système monétaire, etc. On a toujours besoin d'un minimum d'argent, ne serait-ce que pour les soins des animaux, que pour plein de trucs de base pour sa maison, etc. Mais elle n'a pas non plus des besoins qui sont énormissimes, donc elle aimerait trouver un temps partiel. C'est pas si facile à trouver dans sa région. Donc pour l'instant, elle accepte des contrats à plein temps, elle travaille pendant quelques temps, et puis après, dès que ça s'arrête, elle se retrouve au chômage, puis elle recherche quelque chose d'autre. L'avantage qu'elle a, c'est que lorsqu'elle a un salaire, ne serait-ce qu'un SMIC par exemple pour un plein temps, ce qui est le salaire minimum en France, donc à peu près 1400 €, ça lui permet d'économiser 650 € par mois par rapport au mode de vie qu'elle a. Donc ça veut dire que dans les périodes où elle travaille à plein temps, même si c'est pas le rythme optimal pour elle, parce que elle a plein de choses qui lui demandent beaucoup de temps chez elle aussi, que ça augmente un petit peu ses dépenses d'essence, le temps de trajet, etc. Ça lui permet dans ces périodes-là de pouvoir massivement mettre de l'argent de côté. Elle peut mettre, si elle a un contrat d'1 an au SMIC par exemple, elle peut mettre jusqu'à 8000 € de côté, sachant que si par exemple elle est mieux payée, si elle a un travail à 1800 €, etc., elle peut mettre encore plus d'argent parce qu'elle n'augmente pas son niveau de vie en fonction de ce qu'elle gagne. Alors bien évidemment, on l'augmente toujours un petit peu, ne serait-ce que par le fait qu'il y a de l'essence en plus, que parfois peut-être qu'il y a des imprévus qui vont s'ajouter parce que dès qu'on a moins le temps de s'organiser, souvent il y aura des choses qui nous coûteront un petit peu plus cher.
et c'est totalement ok en fait, enfin, c'est comme ça dans la vie des fois. Notre argent peut nous permettre de gagner un petit peu de temps, de nous simplifier la vie, mais le tout c'est de ne pas tomber dans l'engrenage, on va dire, de toujours se mettre à dépenser autant que ce que l'on gagne, parce que dès qu'on a une baisse de revenus, c'est très compliqué si on a pris des habitudes de consommation qui sont très élevées, si on a pris de gros crédits, etc. C'est là où on peut vraiment se retrouver en difficulté. Je trouve au final qu'elle a vraiment trouvé son rythme de croisière avec son budget, quelque chose qui l'épanouit. Elle a une vie bien remplie, elle a 18 animaux, enfin c'est quand même magnifique en fait de pouvoir mener cette vie avec de l'espace autour d'elle qui bien évidemment demande du travail, parce que notre travail ne se quantifie pas que avec ce que l'on gagne par mois, mais aussi avec toutes les choses que l'on va faire au quotidien, même quand c'est du travail ménager, enfin il y a plein de choses qui sont une forme de travail, même si ça ne se négocie pas contre un salaire horaire, et je trouve ça vraiment très beau, très bien pour elle. Les animaux bien évidemment elle ne les mange pas, hein, elle les accueille simplement, elle vit avec eux, elle a une maison dans laquelle elle est bien, une maison qui est habitable, qui est bien pour elle bien évidemment. Ce serait pas forcément aussi confortable si elle vivait dans un lieu qui ne lui correspondait pas, c'est toujours ça en fait. Pour être vraiment épanoui, il y a un minimum de choses qu'il nous faut, il y a des choses que l'on doit payer, il y a des choses qui parfois nous coûtent cher à des moments, nous demandent des sacrifices, mais je trouve ça vraiment génial qu'elle ait pu trouver son équilibre comme ça. Et donc c'est tout pour cette vidéo. Merci encore à Aurélie d'avoir partagé son budget avec nous. N'hésitez pas à laisser un petit mot gentil en commentaire si l'envie vous en prend. Vous pouvez mettre un like aussi pour me soutenir si la vidéo vous a plu. Et si vous ne voulez rien manquer de ce qui va venir sur ma chaîne, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit et ça me soutient aussi énormément. Si vous voulez m'envoyer votre budget, alors en première chose, il faut vraiment savoir que j'en reçois beaucoup, donc je n'arrive pas à répondre à tout le monde et je ne peux pas tous les faire. Donc je veux pas qu'on m'envoie son budget en étant déçu parce que je peux pas forcément y répondre. J'essaye de sélectionner par rapport à des budgets que je reçois souvent. Des fois quand j'en ai deux qui se ressemblent, je vais choisir l'un des deux en me disant que ça pourra peut-être servir un petit peu au deuxième, même si ce sera pas le même. Voilà, c'est toujours très délicat par rapport à ça. Je vous mettrai l'adresse en barre d'infos avec un petit peu tout ce qu'il faut m'envoyer si vous voulez me l'envoyer. Et si par exemple vous me l'avez déjà envoyé par le passé et que je l'ai pas forcément vu, que j'ai pas forcément répondu, enfin j'essaye de tous les lire, mais c'est aussi assez compliqué et que vous avez toujours envie que je le fasse, n'hésitez pas à me renvoyer votre budget, potentiellement actualisé si vous en avez envie, bien sûr. Et voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo. On peut aussi se retrouver sur Instagram, c'est Mûre et Noisette également. Et j'ai un podcast du même nom sur lequel j'ai déjà posté quelques épisodes qui parlent de divers sujets. Je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Et voilà, à très bientôt. Ciao ciao.